Vous êtes donc urbaniste, fondatrice de l'agence, et vous allez nous parler de la mutation du site de la brasserie Angélus à Annelin. Et on va essayer de voir avec vous comment le nombre de logements qui étaient visés par la municipalité a été atteint, tout en créant de l'adhésion. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, déjà, je vais préciser que c'est un petit projet que je vous présente aujourd'hui. On a des projets d'urbanisme et de participation des habitants très variables qui peuvent varier selon le périmètre sur lequel on travaille, de 3 hectares à 2 km² sur nos études urbaines, et de la participation qui va de la concertation à la co-création avec les habitants et des actions qui sont menées avec des habitants, mais aussi des techniciens et des élus. Donc notre champ d'action est très large. En 2022, on a rencontré 1400 habitants sur 12 études. Et là, c'est un petit cas que je vous présente, mais qui est intéressant. Parce qu'Annelin, c'est une commune attractive de la couronne rurale de la métropole européenne de Lille. C'est une commune de 10 000 habitants qui a la particularité d'être une ville gardienne de l'eau. C'est-à-dire qu'en plus du zéro artificialisation nette, ils ont des conditions de constructibilité beaucoup plus complexes, c'est-à-dire en premier forcément rénover plutôt que construire, désimperméabiliser même quand on intervient sur un territoire déjà urbanisé, et des restrictions assez sévères sur la construction de sous-sol, puisque ça a un impact sur les nappes phréatiques. Alors une ville gardienne de l'eau, ça l'est parce que c'est une ville qui est positionnée sur les champs captants et que la métropole européenne de Lille a le désavantage de ne pas être traversée par un grand fleuve. Donc on a une politique de gestion des eaux très attentive à l'imperméabilisation de chaque goutte qui tombe sur notre territoire. Nous avons donc été missionnés par la métropole européenne de Lille et la ville d'Annelin pour réaliser une étude qui portait sur le cœur de bourg. Alors, sur l'axe commerçant, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui puisqu'il a l'avantage d'être très attractif. Voilà, on a fait tout un travail sur la requalification de cet espace. Le plus d'enjeux concerne le site de l'ancienne brasserie, une brasserie qui était fermée depuis plus de 10 ans, en très mauvais état, donc il n'y avait pas de sujet de réhabilitation. Mais ce site que vous voyez en orange sur le site, un tout petit site, 0,5 hectares, il a l'avantage d'être donc à proximité directe de l'axe commerçant et d'équipements, écoles, collège, école primaire, maternelle, mais aussi l'église, la salle des fêtes, et à 2 pas de la trame verte qui est sur l'emprise des anciennes voies ferrées. Donc, il est idéal pour répondre aux problématiques de la ville, puisque vous le comprenez, elle n'a plus de terrain constructible, c'est fini, elle doit se réinventer sur elle-même, et elle fait face à des problèmes de sous-occupation des grands logements qui sont occupés par des seniors, qui n'ont pas quitté leur logement, puisque de toute façon, ils ne trouvent pas de petits logements. Donc il y a un manque de petits logements et un manque de grands logements pour de nouvelles familles. Il manque aussi de logements à destination des revenus modestes. En cela, elle est en large carence au titre de la loi SRU et forcément un besoin pour le desserrement des ménages, donc de la décohabitation des ménages. Donc un site idéal. On a donc rencontré la population pour travailler avec eux sur la mutation de ce site entre fin novembre et février 2022. Donc on a réalisé une visite puis 3 ateliers. Et puisqu'on était encore en confinement partiel à cette époque-là, une contribution aussi qui a pu être faite de manière numérique et par flyer qu'on a distribué dans la ville. Cette démarche, elle est animée par nous. On est architecte urbaniste avec 15 ans d'expérience dans le domaine. Donc, voilà, une expérience et un retour qui est assez connu sur la métropole lilloise. Donc, la ville et la MEL nous laissent entièrement champ libre et participent vraiment en tant que voisins ou participants, mais pas en tant qu'experts ni représentants d'une équipe municipale, par exemple. Donc, le process, c'est de fixer les règles dès le départ, puisque bien évidemment, ma mission, c'est de construire sur ce site. Et donc, il n'est pas question de revenir sur la mission que j'ai. De toute façon, je partage tout à fait le diagnostic. C'est un diagnostic que j'ai fait, d'ailleurs, les besoins que je viens de vous présenter. Donc, on fixe les règles avec les habitants. Et après, le premier point à faire, c'est d'expliquer aux gens. Puisque les gens, en fait, ne savent pas tout ce que je viens de vous raconter sur les besoins. Surtout que nous, quand on est sur site, on prend les chiffres de l'INSEE, les stats, les besoins, on analyse les offres de marché, donc on leur explique. Et puis à la fin, par A plus B, ils comprennent bien qu'on va devoir construire.
Après, il faut expliquer pourquoi on ne va pas, que c'est la fin du rêve pavillonnaire dans cette commune plutôt rurale. Là, c'est la question de la ville gardienne de l'eau. Il faut expliquer, on a besoin de logements, de beaucoup. On estime autant de logements par an. Et donc, puisqu'on ne peut plus s'étaler, il va falloir construire en hauteur. Les habitants, ils sont, de toute façon, de prime abord, ils arrivent quand même souvent un peu contre le projet. Et puis, en ayant toutes ces données d'entrée, c'est parti, on dessine ensemble. Et très souvent, dès la première séance, on établit des scénarios. Ici, on a dessiné 4 scénarios sur la place du marché et l'axe commerçant, mais surtout 5 scénarios sur le site Angélus. Sachant que nous, en amont, on avait regardé un document un peu light qui existait dans le plan local d'urbanisme, une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, qui fixait à 75 logements à l'hectare la densité, mais on savait aussi qu'il y a un projet qui n'avait pas abouti en promotion de 129 logements à l'hectare, qui avait été présenté par un opérateur privé. Donc, nous, on approche le sujet en amont en se disant il y a un équilibre financier difficile à atteindre, on s'en doute bien, avec le prix du foncier, la dépollution, le portage de l'EPF. Il y a une densité minimale à atteindre pour équilibrer le bilan, puisqu'on les pratique, donc on les teste pour voir. Et en plus, vous l'avez vu avec la forme de la parcelle, on le verra encore mieux après, encore plus difficile à habiter finalement, donc un bilan qui est difficile à faire tourner. Et de fait, on savait très bien qu'il fallait aboutir à un projet de logement collectif avant de se diriger là-bas, alors qu'on savait que ce serait une demande plutôt de logement individuel qui nous serait adressée. Voilà donc les 5 scénarios qui ont été faits en atelier. Donc nous, on arrive avec des gabarits de 12 mètres, des gabarits de 15 mètres. On explique 12 mètres traversants, 15 mètres mono-orientés, les avantages, les inconvénients. Nous, on a plein de codes en tête, puisqu'on est aussi architecte, donc on sait quand même... on sait deviner ce qui ne va pas marcher. Donc, si on voit que le scénario a une des tables par mal, on réexplique. Attention, nous, on a l'habitude, on sait que ça ne peut pas marcher, il faut revoir le projet autrement. Et donc, on accompagne les habitants à dessiner ces scénarios et après, on les analyse. Donc, on regarde en fait ce qui est commun. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de manière frappante, qui est commun à tous les 5 scénarios, ou s'il y a des tendances qui ressortent. Là, vous voyez, en haut, on a des projets qui fonctionnent en cul-de-sac. En bas, on a plutôt des projets qui sont connectés, qui connectent la petite place de l'église à l'axe commerçant. On a des projets, les 2 en haut à gauche, dans lesquels on a des bâtiments de part et d'autre de la route, et puis une route qui est dessinée différemment. Donc, on fait un point de synthèse précis, point par point, sur chaque sujet, et on explique ce qui est intégré, il reste à étudier, puisque c'est la phase d'après, ça va rentrer dans un cahier de recommandations, et ce qui est non intégré. Ici, par exemple, il y a encore quelqu'un qui nous dit qu'il ne veut pas construire du collectif. Ça, c'est pas possible, c'est non intégré. Et notre tour est exhaustif sur tous les points. Là, ici, on a rétropédalé puisque le sujet, c'était de produire la nouvelle OAP. Donc, on a resimplifié le projet qui faisait consensus dans ce document plus léger. Donc, les difficultés, vous l'avez compris, c'est dès qu'il y a un peu d'opposition côté habitants, voire des élus de l'opposition qui viennent, on va être remis en cause dans notre intégrité ou des personnes qui ne sont pas convaincues par notre travail. La transparence, l'explication, le contexte, les enjeux qu'on fait en début de réunion fait qu'en général, on est tout à fait légitime et voire après défendu par ceux qui croient en notre travail. L'évaluation, sur Annelin, elle est assez bonne. On avait fait cette comparaison entre plusieurs villes où on a travaillé. Annelin, 10 000 habitants, 95 participants. Lambersart, 27 000 habitants, 105 participants. Donc, on pourrait se dire que c'est peut-être pas... énorme, mais quand on voit la population qu'on a eue très variée, on estime que la concertation qu'on a faite est au moins quand même représentative de chaque tranche d'âge. Donc en termes de calendrier, le PLU sera bientôt à nouveau applicable puisqu'il était en révision. Donc la phase suivante, consultation des opérateurs, concours d'architecte, va démarrer en janvier de l'année prochaine. Donc nous, on a terminé notre étape d'urbanisme. On avait bien sûr expliqué aux habitants que ça allait prendre du temps. Et maintenant, la balle est dans le camp des suivants. Voilà, donc en termes de retour sur expérience, et puis on pourra y revenir dans les
explications, dans les questions-réponses. En fait, nous, ça nous amène une vraie connaissance de la maîtrise d'usage et dans tous les contextes, puisqu'on travaille en urbain, en périurbain, en rural, en grands ensembles, en quartier bourgeois ou pas. Ça nous permet aussi d'avoir ce retour d'expérience pour les opérations sur lesquelles on n'a pas de place à la concertation parce que ce n'est pas souhaité ou on n'a pas le temps. Et on a des surprises avec des projets qui sont parfois même revus à la hausse en termes de densité, des habitants qui disent oui, on peut y aller, on peut construire plus et on ne pourra pas le faire ailleurs. Donc voilà, ne pensez pas que concertation veut dire on se bride. Au contraire, on peut faire des grandes choses en expliquant les clés et les données d'entrée avec les habitants. Merci. Merci beaucoup Marie. Peut-être je vais revenir sur une slide. Je vous ai demandé d'accélérer parce que le temps était compté, mais une slide qui me semble intéressante, que peut-être vous pouvez commenter en questions-réponses. Ici, voilà, sur la synthèse quand même, qui est le résultat de toute votre démarche, et nous détailler un petit peu voilà, ce qui a été les partis pris qui ont pu être intégrés, ceux qui sont encore à l'étude, et puis revenir peut-être aussi sur ceux qui sont non négociables, enfin, en tout cas qui n'ont pas pu être intégrés. Alors, c'est un des éléments de retour. En fait, on fait une synthèse point par point de toutes les propositions. C'est-à-dire que tout ce qui est dit en atelier, en concertation numérique ou papier est recensé. Et donc, on a même d'ailleurs un document assez ingrat où c'est questions-réponses. Et on doit expliquer et justifier tout ce qu'on a statué avec les élus, les techniciens et les règlements auxquels on doit se référer. Donc, pour l'expliquer, on précise ce qui est intégré. Donc, par exemple, là, dans les ateliers, a été proposé de construire verticalement pour libérer le sol, R+3 plus attique plus R+4, sachant qu'on commençait quand même avec des habitants qui voulaient des maisons individuelles. Donc, comme quoi, on peut expliquer et avancer avec des habitants. Donc, ça, c'est intégré. On respecte des marges de recul. Alors vous allez me dire que ça aurait été mis dans le PLU, mais en fait dans le PLU j'aurais aussi pu construire des petites constructions jusqu'à 3,20 m sur les limites, etc. Donc une proximité aussi peut-être d'habitants, de voisins. Si on peut regarder ce qui reste à étudier, il y avait la volonté de créer un béguinage pour les personnes âgées. Je vous l'ai dit, de toute façon c'est dans les attentes, sauf que moi je ne peux pas l'intégrer dans le PLU comme une programmation, je peux inciter, mais donc ça reste à étudier, c'est-à-dire que ce sera fait dans l'étape suivante avec les opérateurs. Faire le stationnement mutualisé, il y a toujours la complexité. C'est-à-dire que puisqu'il y a l'axe commerçant, les habitants nous demandent, par exemple, d'avoir des places qui peuvent être mutualisées. Pendant la journée, les gens ne sont pas là, on les utilise pour les commerces. Bon, en termes de PLU, vous savez qu'on ne peut pas compter de cette manière-là dans les PLU, donc ce sera étudié avec les opérateurs et le fonctionnement ultérieur et avec les futurs habitants, mais je ne peux pas l'imposer, donc je ne peux pas l'intégrer directement. Et voilà, là, dans le non intégré, il y a toujours des volontés, des propositions ici de faire un équipement pour la ville. En l'occurrence, la ville déjà cherche à maintenir ses équipements ouverts, donc pour ça, il lui faut du logement. Au vu du foncier, non, il y a un refus de cette réserve pour faire un équipement puisque la donnée d'entrée, c'était bien de faire du logement. Donc voilà, ça paraît très exhaustif, enfin très littéral, mais il faut bien répondre à chaque demande. On est quand même aussi dans des concertations réglementaires pour celle-ci. Donc on a un retour point par point. Avec l'écriture en toit plat, je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Ah oui. Ça, par rapport à la perception de la densité. L'écriture en toit plat, c'est important. C'est-à-dire qu'on a eu ce débat pendant les ateliers sur le fait qu'au début, les gens veulent tous des toits en pente parce que ça crée une accroche à l'historique et à l'histoire et à toutes les maisons qui y a à côté. Sauf qu'une toiture en pente donne une impression de densité plus haute, puisque même si on fait des combles habités, on les habite à moindre mesure, compte tenu de la hauteur sous plafond. Donc là, il a été acté pendant le travail avec les habitants de travailler en toiture plate. Des questions dans la salle ? Oui. Veuillez allumer votre micro en appuyant sur le bouton rouge. Oui. Bonjour, merci pour cette intervention. Simplement, comme vous nous faisiez part des chiffres de la participation, qui étaient plutôt satisfaisants au regard de vos expériences précédentes, peut-être est-ce que c'est issu de méthodes de mobilisation particulières ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous avez mobilisé les habitants ? Alors, la mobilisation, elle tient aussi à la force de l'équipe
de communication de la commune, puisque ce n'est pas nous qui faisons du porte-à-porte et du tout de boîte, mais c'est bien le cas ici. Donc on a un relais dans la gazette locale, le site de la ville, le Facebook du porte-à-porte, enfin du boîte aux lettres, toute boîte. On met les invitations avec les quittances de loyer des bailleurs. Donc on a vraiment presque une diffusion énorme par rapport au pourcentage de gens qu'on a. Là, ici, sur ce cas-là, puisqu'il y avait l'axe commerçant, on a aussi de l'affichage. Mais clairement, si la ville ne joue pas le rôle, se fait pas le relais de la communication, et ça ne marche pas. Et puis, si on n'a pas assez de monde, ce n'est pas assez représentatif. Nous, ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, c'est vraiment une mission qu'on confie aux communes, quoi. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur Devant. Oui, et vous travaillez avec quel support? On a de nombreux supports qui restent des supports assez classiques. On a bien sûr la maquette, la 3D, les images, les photos aériennes, les balades de site. Et après, on a plein de jeux facilitants qui prennent toute forme. On a même des jeux de rôle. On a fait des times up avec des habitants sur leur commune. On essaye un peu de tout en fonction du temps et du nombre de séances qu'on a. Voilà, on est des gabarits de projets, beaucoup de travail manuel finalement, parce que c'est très visible. Donc le support maquette, des tronçons types, etc., ça permet vraiment de se figurer très rapidement. Oui, madame, au fond. Oui, merci pour votre présentation. Est-ce que j'ai bien compris que la densité de base avait été fixée, à savoir les 129 logements à l'hectare, et que le travail de concertation qui vous a été demandé était un travail de concertation plutôt sur le sentiment et le ressenti de densité plus que sur le nombre de logements? Et auquel cas, comment est-ce que ce nombre de logements a été présenté? Est-ce que vous n'en avez pas parlé? Est-ce qu'au cours des discussions, vous avez redit que le collectif n'était pas en discussion dans la phase de concertation? Non, en fait, on avait une volonté finalement dans des anciens documents de la part de la collectivité d'avoir un projet autour de 75 logements à l'hectare. Nous, on savait qu'il y avait eu un projet à 129. Donc on a regardé nous-mêmes, avant d'aller voir les habitants, combien il fallait pour avoir un bilan qui s'équilibre. Puisqu'on a les données d'entrée sur le prix de foncier, le coût de portage, la dépollution, la démolition, et qu'on a toutes les données finalement pour approcher. Donc nous, on savait qu'il fallait quand même minimum 100 logements à l'hectare pour avoir un bilan qui tournait à peu près. Donc nous, on l'a expliqué ça aux habitants. C'est-à-dire que la petite frise que vous voyez en bas avec l'équilibre financier, la densité à atteindre et l'habitat collectif, ça a été présenté aux habitants en disant sinon le site va rester comme ça en fait. Le site va rester comme ça. Donc c'est quand même une friche qui est à l'abandon, qui s'effondre et il y a des besoins de logement. Donc ça fait partie des données d'entrée, des invariables de la mission que j'ai avec les habitants. Et voilà, donc on est autour de 100, on est peut-être un peu plus. Après, le projet suivant, le nombre de logements, on ne le fixe pas parce qu'imaginez qu'il y a une grosse part qui devient du béguinage. Il y aura plus de logements que prévu. Donc moi, je ne m'aventure pas à fixer un nombre de logements puisque si c'est des petits logements, il y en aura plus si on réfléchit en termes de SDP. Donc c'est plutôt des gabarits, on parle de gabarits. On est vraiment sur des maquettes, des simulations. Des gabarits, on parle de R+3, R+4, on explique ce que c'est qu'un attique, on parle de toiture. Donc on parle vraiment de densité ressentie avec eux. Une dernière petite question. Oui, madame, derrière. Pardon. Oui, le sujet, c'était uniquement les gabarits, la forme architecturale, si je comprends bien. Néanmoins, il n'y a pas eu de question d'identification de besoins sur une programmation, sur des équipements de proximité, des biens communs, des choses comme ça, ou c'était très cadré, en fait? C'est très cadré logement, puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, il n'y a plus de terrain constructible à Annelin, et il y a des équipements qui sont un peu en souffrance du manque d'habitants. Donc, clairement, c'était fléché comme ça. On a un sujet un peu anecdotique du rez-de-chaussée qui est sur l'axe commerçant. Bien sûr, on a plutôt privilégié du service ou un commerce à cet endroit-là, mais c'est anecdotique par rapport à la surface. Et après, les besoins, c'est le béguinage qui sort et des besoins de logement
sociaux, un peu inclusifs, parce qu'il y avait une population qui était présente à la concertation. Mais ça, et encore une fois, c'est quelque chose que je ne peux pas figer dans le PLU. Donc on le met dans les recommandations. On encourage les opérateurs à se challenger là-dessus, mais on ne peut pas l'imposer à ce stade. Merci beaucoup Marie. On va passer au projet suivant. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Suzanne Broglie, adjointe à la ville résiliente à la ville de Strasbourg et vice-présidente Habitat Politique Foncière Immobilière à l'Eurométropole. Elle va nous présenter donc un projet, le projet Archipel 2, un projet qui portait en période pré-Covid plus de 60% de tertiaires et qui a été réajusté par la nouvelle équipe municipale. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc on a souhaité en fait fabriquer la ville différemment et étant propriétaire du foncier pour la collectivité, c'était l'occasion de tester une nouvelle méthode. C'est sûr que parfois on se dit qu'en faisant une ZAC, tout est cadré, on a notre partenaire aménageur qui gère tout pour nous, et puis en fait on se rend compte qu'au final ça ne correspond pas toujours à ce qu'on recherchait. Donc là on s'est dit, on teste cette méthode, et aujourd'hui je ne peux pas vous dire si finalement on a trouvé la bonne méthode ou pas, puisqu'on est en train de l'éprouver. Donc on verra bien ce que ça donne, mais il faudra attendre quelques années qu'on ait terminé de construire et que les habitants se soient installés. Donc on est à Strasbourg, pour ceux qui connaissent, quartier européen, en face du Parlement européen, donc plutôt un site prestigieux, aussi dans la ceinture verte, donc l'ancienne ceinture d'effort qui était non constructible et donc une zone qui est plutôt verte, à la confluence de rivières, donc avec un lien fort aussi avec l'eau. Et à proximité immédiate non seulement de l'île au sport avec des infrastructures sportives, la SIG pour ceux qui sont amateurs de basket, mais aussi le Maillon pour le théâtre et bien sûr les institutions européennes. Donc il y a 3 ans, on a été élus et on a décidé de ne pas continuer le quartier comme il avait été prévu initialement, puisque Archipel 1, c'est un quartier d'affaires. Un quartier d'affaires avec des attentes en performance énergétique fortes, mais par contre en termes d'écologie, très peu de place à la nature et très peu de place pour les logements, la mixité sociale, etc. Donc on était vraiment dans la vision, on fait un beau quartier d'affaires en face du Parlement, ça brille, c'est net, c'est impeccable, c'est parfait. Sauf que dans la ville, on est aussi en déficit de logement, et notamment de logement social. On a un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et on a besoin de travailler cette mixité sociale partout, y compris dans les beaux quartiers. Donc, on a une ambition forte puisqu'on est dans la ceinture verte, et dans la ceinture verte de Strasbourg, on expérimente le zéro imperméabilisation nette. On a une ambition forte donc de renforcer les corridors écologiques, la fonctionnalité écologique aussi dans les zones inondables, et travailler sur la mixité sociale. Et le dernier pilier, c'est aussi l'approche démocratique avec un lien fort avec le Parlement, faire en sorte que les parlementaires, les personnes qui travaillent au Parlement dialoguent aussi avec les gens qui vivent dans la ville et des lieux d'échange, mais aussi avec les gens du quartier pour que ce quartier, vu qu'avant c'était une zone sans habitat, c'était une friche, faire en sorte qu'il y ait une bonne prise aussi avec les habitantes et les habitants pour que ce quartier existe dans la ville. Donc on avait déjà des projets qui partaient. Donc alors je teste là, je ne sais pas si... Non, c'était pas ça. Il n'y a pas de souris, hein. Un pointeur peut-être? Non. Bon, alors, la zone rouge, c'est la zone qu'on a réaménagée. En tout cas, qu'on est en train de travailler avec les 12 000 m² de surface de plancher. En face de cette zone, il y avait 2,5 hectares de parc qui étaient prévus. On a élargi à 4 hectares. On a renforcé toute la ripisylve le long des berges pour avoir des berges généreuses et faire en sorte, encore une fois, d'avoir de la fonctionnalité écologique puisqu'on est dans un corridor. Et on a une coulée verte qui descend vers la maison de la région et qui passe devant le Maillon. Et donc cette zone, l'objectif c'était d'avoir du logement, mais aussi des rez-de-chaussée actifs, de tenir compte du lieu, du rapport à l'Europe, du rapport aussi au quartier, et d'assurer animation et rayonnement avec l'ensemble du quartier. Donc on a proposé une assistance, un appel à manifestation d'intérêt
qu'on a proposé non seulement aux aménageurs, mais aussi à des utilisateurs. Et donc, on a eu plus de 50 réponses, à la fois des associations, mais des aménageurs aussi, qui se sont du coup proposés pour investir ce lieu. Et l'objectif, c'était d'avoir non seulement des promoteurs aménageurs, mais qui travaillent avec des associations, avec des porteurs de projets, pour que ce ne soit pas, en fait, on prévoit des coquilles qui sont vides, et puis après, on cherche des gens pour remplir ces coquilles, et puis ça marche pas, mais en tout cas, le projet, il est ficelé, sans tenir compte finalement des besoins des personnes qui vont faire vivre ce lieu. Donc pour nous, c'était important déjà de repérer qui était prêt à venir. Pour l'appel à manifestation d'intérêt, on a posé tous nos critères, des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères bien entendu aussi démocratiques et une approche culturelle et européenne. Donc on a du coup eu des réponses, ça c'est pas mal. On l'a publié au niveau européen, en tout cas on a fait en sorte d'ouvrir la porte à aussi des propositions qui ne viennent pas forcément de Strasbourg ou du territoire national, mais qui soient bien ouvertes au plus grand nombre. On avait aussi l'intention d'avoir 50% de logements sociaux dans le projet, avec des typologies diversifiées, de l'accession sociale, tous les types possibles pour garantir une mixité. Et donc on a fini par réunir un jury composé à la fois d'élus de la collectivité, d'élus aussi de l'opposition, mais auquel on a ajouté un représentant des habitants de l'Assemblée de quartier et 2 experts, un expert architecte polonais et un autre expert d'une structure qui travaille sur Fabrique de la Ville, un des fondateurs de Fabrique de la Ville, qui est intervenu aussi pour donner son avis sur les projets qui étaient déposés. On a sélectionné 4 groupements opérateurs, concepteurs et un vivier d'utilisateurs dès le démarrage du processus. Et on les a tous réunis ensuite, donc ceux qui avaient été sélectionnés pour travailler sur la forme urbaine et le découpage foncier, puisque c'est contrairement à ce qui se fait normalement, on découpe le foncier et après on propose le foncier. Là, on n'avait pas découpé le foncier, donc ni défini les formes urbaines, ni rien défini. Donc tout ça, ça s'est fait avec les aménageurs, les promoteurs, les bailleurs et aussi les associations et les porteurs de projets. Ça s'est fait pendant 10 mois. Il y a eu 10 mois de travail, on n'a pas terminé, où du coup il y a eu ensuite un rapprochement entre les opérateurs et les utilisateurs qui a permis en fait de définir 4 pôles de vocations différentes. Donc on a un pôle qui est dédié plutôt aux services durables, aux services liés au quartier, un pôle qui a été baptisé Totem égalitaire, ville égalitaire, et qui est plus axé sur la question du genre et qui permettra d'accueillir l'auberge audacieuse, donc tout un travail sur les questions notées sur la femme, sur la prise en compte des refuges pour les femmes, un pôle culture et hospitalité, puisqu'on a le Maillon qui est donc un lieu de culture, de théâtre, et donc l'objectif c'était aussi de pouvoir accueillir les artistes quand ils viennent sur Strasbourg pour qu'ils puissent avoir aussi des logements à proximité des lieux où ils travaillent, et un pôle vie européenne et internationale avec un tiers-lieu lié justement aux jeunes qui travaillent en lien avec l'Europe, mais aussi international avec l'accueil du GESCOD. Donc, ces personnes, ces groupes ont travaillé sur la forme, et puis on s'est rendu compte que finalement, la parcelle qu'on avait identifiée pour les 4 groupes, ils étaient à l'étroit, donc finalement, il n'y en a plus que 3 qui se mettent sur cette parcelle qui avait été identifiée. Et comme on avait prévu un parking silo qui intégrait l'ensemble des besoins des véhicules, en fait, un des opérateurs, un des aménageurs, a récupéré cette parcelle pour faire le parking et intégrer aussi finalement des usagers dans son programme de parking, donc là en l'occurrence Link City. Et tous les bailleurs, on avait prévu un terrain dédié aux bailleurs pour avoir l'ensemble aussi de la partie sociale qui soit bien prise en compte, les 50% de logements sociaux qui soient garantis sur le territoire et pas mal placés et pas on va dire au-dessus du parking ou derrière le parking ou au pire endroit en fait du territoire, mais en front de parc, donc avec des logements sociaux qui auront aussi droit à des belles vues. Et comme on a pu le voir dans d'autres exposés, on sait que la valeur d'un logement augmente quand on est à proximité d'un parc. Donc en tout cas, les logements sociaux seront bien placés.
Et on n'a pas aujourd'hui, donc on n'en est pas encore à la cession des terrains, puisqu'on est encore en train de travailler. On a travaillé sur les formes, on a travaillé... donc là, maintenant, on va avoir une nouvelle étape de jury. Et à chaque étape de jury, il y a tout un travail qui est fait. Donc ça fait 10 mois que les porteurs de projets sont accompagnés par les services de la ville et de l'Eurométropole. Donc ce n'est pas uniquement la direction de l'urbanisme, mais c'est aussi la direction de territoire. C'est aussi la direction économique, puisqu'on veut aussi un travail important sur tout ce qui est ESS, et veiller à la ceinture verte, l'écologie, la santé. Et toutes ces questions sont prises en compte systématiquement avec des experts aussi de la collectivité qui sont associés au projet et qui accompagnent tout au long les porteurs de projets de façon à ce qu'il y ait des interactions permanentes et un suivi régulier. Donc, forte implication. Vous imaginez bien que c'est très chronophage aussi pour les porteurs de projets, mais c'est bien l'idée de concevoir autrement. Donc on expérimente, et ceux qui se sont présentés savaient que ça allait être expérimental. Et jusqu'ici, il y a eu une dizaine d'ateliers, et ça continue. Donc très fort travail partenarial. 4 pôles de vocation qui ont émergé suite à ces discussions et des utilisateurs qui sont intégrés dans chaque équipe d'opérateurs. Donc aujourd'hui, les utilisateurs, notamment l'auberge audacieuse par exemple, travaillent systématiquement avec les architectes, avec les promoteurs, de façon à concevoir en tenant compte des usages. Et donc on aura bien des rez-de-chaussée actifs, mais aussi des premiers étages. On aura un parking silo qui intégrera aussi par exemple, Cities, qui est les bureaux de Cities, donc tout ce qui est autopartage, mais aussi l'agence du climat, la maison de l'habitat, et toute une série de services qui vont garantir en fait derrière d'avoir dès l'émergence du quartier, un quartier qui soit vivant. Et je ralentis pas trop, pardon. Donc, les 4 pôles dont je vous parlais, vie européenne et internationale avec le GESCOD, entre autres, totem de la vie égalitaire avec l'auberge audacieuse, culture et hospitalité, où on pourra accueillir les étudiants, mais aussi des artistes, services durables au quartier et à la ville, donc des services pour la vie du quartier. On avait aussi tout un pôle d'alimentation qui avait émergé, avec le souhait d'avoir de la production et de la vente de produits locaux. Et il se trouve qu'on a à proximité de ce site aussi un projet qui était déjà prévu avec une halle gourmande. Donc, vu que le projet n'était pas finalisé, on a fait en sorte de mutualiser aussi avec ce qui existait à proximité. Donc, ce qu'on n'arrivait pas à faire rentrer finalement sur ces parcelles, on a renégocié avec aussi les parcelles à proximité ou sur les terrains qui nous appartiennent, de façon à intégrer un maximum de ces initiatives sur ce secteur. Il faut que je conclue. Donc, complexité, donc opérateur, utilisateur, une acculturation nécessaire, des temps de maturation, des projets contrastés. Donc, c'est des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc là, il a fallu quelques mises au point. Un fort besoin de coordination et d'investissement en temps, donc je vous l'ai dit, c'est chronophage, à la fois pour les services, mais aussi pour les partenaires. Un cadre très ouvert qui nécessite de l'agilité parce que c'est inhabituel. Des modèles économiques à consolider avec les parties prenantes. Et les clés du succès, c'est une forte appropriation du projet de la part des parties prenantes, un cadre favorable à la coopération et l'intelligence collective. Et donc, chaque promoteur, chaque architecte est venu avec ses spécialités et conseille aussi les autres. Donc, c'est la mutualisation aussi des savoirs. Et une démarche favorable au partage et à la diffusion, donc des expertises. Et j'accélère parce que je sens que je suis en retard. Donc, c'est un process bottom-up, et donc pas habituellement, on vient et on dit ce qu'on veut. Là, on écoute et on redéfinit en fait la feuille de route avec ceux qui sont acteurs et en veillant à systématiquement informer la population, les habitants et en organisant des visites régulières. La maîtrise d'ouvrage suit du début jusqu'à la fin tout le travail et sécurise les ambitions. On en est à l'étape où on va aussi embaucher une maîtrise d'usage pour garantir une bonne prise de toutes ces belles intentions. Et donc, prochain jury, c'est à l'automne, avec la présentation des 4 projets immobiliers au stade esquisse et les permis de construire et les ventes de terrain. C'est en fin d'année, début d'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Merci.
Alors peut-être un point qui n'a pas été abordé en termes de densité, justement, on se situe à R plus combien sur les bâtiments, les 3 bâtiments finalement qui ont été retenus. Est-ce que vous pouvez nous dire, et pareil, le nombre de logements à l'hectare? On attend 1500 habitants sur le secteur. On a choisi de monter, donc ça, on monte plutôt haut jusqu'à, enfin on a du R10, R plus 17, puisque l'objectif c'était plutôt d'avoir de la pleine terre et donc on accepte de monter très haut à proximité du parc pour aussi avec tout un travail sur la place des bâtiments pour garantir en fait que chaque logement aura des vues, des belles vues et soit bien traversant, etc. Donc il y a tout un travail aussi sur la qualité du logement, mais par contre avec de la hauteur. Merci pour ces précisions. Des questions dans la salle? Alors, oui, Madame Devant, et ensuite. Oui, Valérie Sniter, Ville de Paris. La question, c'est comment vous avez fait pour désigner chaque groupement promoteur, utilisateur, alors que dans le CG3P, il y a quand même une mise en concurrence, une transparence des procédures quand on vend du foncier? Alors, quand je vends du foncier, je peux faire une vente de gré à gré. Ça, c'est aussi autorisé. Ah, bah, c'est autorisé. Donc, je suis VP en charge du foncier à l'Eurométropole de Strasbourg. Si demain, j'ai un promoteur ou un bailleur social qui me présente un projet qui correspond à ce qu'on souhaite pour le territoire, j'ai le droit de faire une vente de gré à gré. Par contre, c'est à la valeur des domaines avec plus ou moins 10% selon la qualité sociale et environnementale. Et après, les groupes se sont constitués suite au travail justement aux différents ateliers. En fait, on n'a pas déclaré vous allez travailler ensemble. Non, non, c'est vraiment aux promoteurs, aux architectes et aux associations et porteurs de projets de s'associer pour montrer qu'il y avait une cohérence à la fin. Et c'est comme ça qu'on a fait le choix final. Madame, oui? Non? Ah, d'accord. Monsieur Devant, oui. Bonjour, vous m'entendez? Vous le disiez, un modèle économique à consolider. Or, dans le jeu, il y a des promoteurs. Donc ma question, c'est est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette question du modèle économique? De l'équilibre, oui. Alors, on maîtrise le foncier. Donc le prix du foncier, on l'a déterminé, on l'a annoncé. Ils savent à quelle valeur on vend le foncier en fonction de l'usage, en fonction si c'est un logement social, si c'est de l'activité, si c'est du logement libre. Donc ça a été défini en amont. Par contre, après, plus on va avoir d'exigences environnementales, plus on va souhaiter avoir des lieux communs, tout un travail aussi sur le cœur d'îlot qui doit rendre des services aussi en termes d'approche écosystémique. Forcément, ça a un impact sur le bilan économique du projet et notamment sur le choix des matériaux, sur la qualité architecturale. Et donc, ça fait partie de ces éléments où il faut trouver un équilibre financier entre la part finalement qui sera dédiée à l'accueil d'associations et la part qui sera dédiée au logement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tout au fond. Allumez bien votre micro. Oui. Bonjour, Yoann Perez, Sociétal Goé. Je me demandais s'il y avait des formes d'indemnisation prévues pour les associations qui se portaient volontaires du coup pour travailler sur ces longs ateliers. Voilà. On n'indemnise pas les associations qui travaillent sur ces ateliers puisque c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc on n'oblige aucune association à venir travailler. Par contre, derrière, elles peuvent gagner un beau local, un local en rez-de-chaussée en face d'un parc ou un lieu d'accueil des résidents pour la culture. Donc c'est volontaire et c'est imposé à personne. Oui, monsieur. Bonjour. Donc, du coup, les 4 opérateurs sont sûrs d'avoir un lot à la fin?
Alors, il y en avait plus de 25 au départ. Les 4 derniers qui sont restés, ce n'était pas garanti qu'ils restent jusqu'au bout, mais on a trouvé une solution. On a rajouté un terrain pour pouvoir porter justement le parking, puisqu'il y avait un des opérateurs qui apportait des performances écologiques, environnementales intéressantes pour un parking. Et du coup, on fait une vente du coup, au gré à gré sur ce terrain pour le parking, qui répondra aussi aux besoins du quartier. Oui, madame. Bonjour. Est-ce que vous avez été assisté par une maîtrise d'œuvre urbaine pour faire la synthèse en fait, du travail qui a émergé entre les utilisateurs, les cas de groupement, par exemple sur la structuration des espaces publics ou la synthèse des ambitions environnementales Alors, pour une fois, là, c'est en chambre. On va quand même prendre une assistance à maîtrise d'usage pour la suite. Par contre, là, il y a beaucoup d'agents de la collectivité, des différents services qui ont été impliqués. Et encore une fois, c'est une expérimentation. Donc, qui a impliqué, enfin voilà, les agents qui se sont mobilisés, ce n'est pas forcément des agents qui avaient l'habitude de travailler ensemble, mais on a vu quelle était la plus-value, en tout cas d'avoir ceux de l'économie sociale et solidaire avec l'urbanisme, avec l'écologie, et tous autour de la même table, et avec chacun un rôle, et en tout cas, il n'y en avait pas un qui avait un rôle moins important qu'un autre. Donc ils sont tous concernés et impliqués. D'autres questions? Oui, une dernière question là. Est-ce qu'au cours des ateliers, vous avez évoqué également la question des usages futurs et de la permanence des fonctions qui sont accueillies dans ces locaux communs, par exemple? Comment la collectivité se garantit auprès des opérateurs de la permanence des associations qui sont là, des usages qui sont choisis? Est-ce que ce sujet a été évoqué et comment vous l'avez résolu? Alors, on travaille aussi avec un de nos partenaires, la Locusem, qui justement veille à l'acquisition de certains locaux et garantit en fait de redistribuer les locaux si jamais ils n'ont plus d'usage avec les premiers qui auront été identifiés. Et par ailleurs, malheureusement, j'aimerais croire que demain, on n'aura plus besoin de refuge pour les femmes, mais j'en suis pas certaine. Donc il y a notamment Habitat Humanis et pas mal finalement d'espaces à vocation sociale, mais on n'est pas tout à fait dans un mouvement qui va vers une amélioration sociale pour toutes et tous. La question, c'était les loyers de sortie. Comment arriver à pérenniser des loyers adaptés pour des structures associatives, sachant que c'est bon quand on livre en premier round et au renouvellement de bail. Parfois, dans la vraie vie, les locaux rez-de-chaussée pour local associatif deviennent autre chose. Et la question, c'est la maîtrise dans le temps de l'affectation. Donc, sur le Réinventer Paris, il y a une clause d'affectation pendant 15 ans, qui est un acte notarié qui a beaucoup fait... qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est aussi une expérimentation. Mais je pense que c'était la nature de la question que vous posiez. Donc, on connaît cette clause. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup finalement de possibilités sur le plan foncier, en tout cas au moment de la cession. Donc, on utilise toujours ces clauses. Et par ailleurs, sinon, c'est la collectivité qui va acheter ou alors qui fait acheter par la Locusem de façon à ce que ça reste dans le vivier des bâtis qui vont permettre d'avoir de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup pour vos questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, on pourra peut-être, si on a du temps à la fin du focus, y revenir. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Lucie Brenon, architecte urbaniste associée à Ville Ouverte, l'agence Ville Ouverte, et Gaylor Le Shaker, premier adjoint au maire à la ville de Montreuil. Je vous laisse venir ici au pupitre. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. On va faire une présentation à deux voix avec Lucie pour vous parler d'un projet. Et c'est assez intéressant, je trouve, puisqu'il y a une différence d'approche liée à des problématiques qui sont évidemment différentes avec les deux autres projets qui ont été présentés précédemment, puisqu'il s'agissait pour le territoire d'Est Ensemble et pour donc les villes de Romainville, Noisy-le-Sec et Montreuil, d'anticiper et d'accompagner ce qui arrive rarement dans l'histoire d'une ville. Et nous, on a cette chance-là, la déconstruction d'une bretelle d'autoroute qui avait été conçue dans les années 50-60. Elle avait été inaugurée en 1969 et elle venait impacter une partie du territoire d'Est Ensemble, en particulier la ville dont je suis élu, avec une balafre finalement qui venait couper notre ville en deux. Et donc cette déconstruction de la bretelle d'autoroute nous amène
à accueillir une infrastructure de transport avec l'arrivée du tramway qui va aller jusqu'à notre ville voisine de Fontenay-sous-Bois. Et cette arrivée de cette infrastructure a la particularité de libérer de part et d'autre environ 20 hectares de foncier qui sont donc interrogés. Quand le territoire d'Est Ensemble se saisit de ce sujet-là, des études avaient été réalisées dans les dizaines d'années qui avaient précédé. Deux autres études avaient été réalisées avec des hypothèses qui étaient très à l'image de ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire infrastructure de transport, front bâti, le gros linéaire le long de l'infrastructure, des linéaires de bureaux, et on finançait l'opération d'aménagement de cette manière-là. Ce qu'a souhaité Est Ensemble, dès le départ, avec les 3 villes concernées, c'est d'inverser en réalité la donne. De manière probablement, vous avez trouvé utopiste par rapport aux réalités qui viennent d'être présentées par mes prédécesseuses, à savoir de dire, on ne va pas se poser d'abord la question du bilan de l'opération et la question du nombre de logements que l'on va produire. On sait qu'il faudra en produire et nous avons besoin dans la première couronne de continuer à en produire. Par contre, on a une réalité dans ce territoire, c'est que sur un objectif de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, aujourd'hui, on est à moins de 6 mètres carrés par habitant à l'échelle du territoire d'Est Ensemble. Et sur le secteur dont on parle là, on est à parfois moins de 3 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc, d'emblée, au moment de sélectionner un groupement qui allait nous accompagner pour l'élaboration d'une étude urbaine concertée, il y a un parti pris qui est de dire on va planter d'abord et bâtir parfois. Ça a fait rigoler tout le monde, ça continue à faire rigoler tout le monde, et évidemment que ça nous met devant un certain nombre de réalités, voire de contradictions par rapport à l'équilibre d'une opération, puisque, en règle générale, j'ai des fonciers, je vends les fonciers à mon opérateur ou à mon aménageur, et sur la base de la densité qu'il va produire, je finance mon opération, et de manière résiduelle, je peux faire financer quelques ambitions en matière d'aménagement d'espaces verts ou de continuité écologique. Là, on a dit, on part d'un autre regard, celui de cette ambition-là. C'était la première commande, entre guillemets, de la consultation qui nous a amené à retenir le groupement avec Lucie. La deuxième chose, c'était de dire, on est en première couronne, les habitants savent qu'on a besoin de produire du logement, mais ils sont aussi les premiers spécialistes, les premiers usagers, et donc il faut passer par ce temps de la concertation et accepter, à l'image de ce que l'on a fait par exemple dans le secteur du Bas-Montreuil, donc à la frontière avec notre banlieue, Paris, à savoir plutôt travailler sur le déjà là, c'est-à-dire pas les grandes ZAC où on rase des quartiers entiers qui ont une histoire faubourienne, ouvrière pour nos villes de la première couronne, mais plutôt de travailler, on va dire, dans la dentelle. C'est le choix qu'on avait fait avec la Soreca, Chalut Sylvie Froissart qui est présente dans la salle, d'avoir un aménageur public pour travailler sur la base du déjà là et plutôt de reconstruire la ville sur elle-même. Là, évidemment, on se retrouve avec 20 hectares qui sont interrogés, avec une complexité, y compris d'un point de vue opérationnel, c'est la multiplication des partenaires, puisqu'il y a des terrains villes, très peu, il y a des terrains du département, un certain nombre, il y a de l'État, il y a du privé, et donc amener à ce travail concerté aussi avec ces acteurs-là. Et le parti pris choisi, ça a été de dire, prenons le temps long, donc ça fait 2 ans et demi de travail pour aboutir à ce plan guide, en réalité, ce qu'on appelle le plan guide participatif sur l'étude aux abords du tramway T1, et qui est aujourd'hui notre socle de travail pour une déclinaison réglementaire, puis, sur la base de ce travail, le choix de l'aménageur avec, là aussi, un parti pris que nous avons assumé, à savoir, nous souhaitons un aménageur public. Et je vais laisser la parole à Lucile en précisant d'emblée qu'au moment où tout ça se met en place, donc c'était fin du précédent mandat et le marché de consultation pour lancement de cette étude urbaine est lancé au début du mandat, et il ne vous aura pas échappé qu'au début du mandat, on s'est retrouvé en période Covid, et que donc on a dû imaginer aussi d'autres méthodes de concertation pour, pendant cette période de Covid, quand même pouvoir travailler et faire en sorte de construire la ville de demain. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais revenir un petit peu à la fois sur les règles du jeu de la concertation qu'on s'était données, et d'abord vous présenter ce sur quoi on a abouti le plan guide et toutes les étapes qu'on a eues en termes de concertation. Donc sur les règles du jeu, on avait ce parti pris déjà qui était affiché dans notre offre, on avait été sélectionné là-dessus, donc on a été très clair sur cette idée de planter d'abord, bâtir parfois.
Et ces règles ont été... on avait aussi l'idée de reproduire en ville, donc on avait aussi cet enjeu de maintenir les tissus économiques, d'offrir du plaisir à vivre ensemble, en se disant qu'on est sur des territoires carencés en espaces verts, donc comment on a plaisir à habiter ici, et aussi faire d'abord pour les habitants qui sont là, puisque ça nous semblait être évident qu'une infrastructure de transport arrive, on améliore la situation, et finalement, comment on fait aussi pour que ce soit pour les habitants qui sont là, que ce ne soit pas aussi sujet à un départ pour eux. Les habitants ont complété ces règles avec des choses très précises sur la ville pour les enfants, la ville marchable, mais aussi, d'emblée, ils nous ont dit précisez-nous aussi le cadre et les contraintes financières du projet, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les fasse rêver pendant 2 ans et demi. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu un travail vraiment collaboratif à la fois avec les habitants, les élus, les techniciens, et on a vraiment porté tous ensemble ce projet. Et on s'est dit que cette question de l'équation économique, ça ne devait pas forcément être notre première façon d'aborder ce territoire, parce qu'il y avait un enjeu de rattrapage très fort qu'on voulait tous porter et qu'on ne voulait pas aussi opposer, dire qu'on ne voulait pas construire sur ce territoire, mais qu'il fallait penser le projet urbain différemment et qu'il y avait déjà, pour que le territoire soit habitable, il fallait planter d'abord. Et c'était notre parti pris. Et donc voilà. Donc ce planter d'abord, il est déjà issu d'un travail de diagnostic important qu'on a fait avec les paysagistes colocaux et urbanéco-écologues, en partant déjà du constat qu'on était carencé en espaces verts, mais aussi que la construction du tramway avait détruit un certain nombre d'arbres qui étaient quand même présents sur les abords de l'autoroute, et qu'on avait un enjeu aussi écologique de continuité de trame verte entre les murs à pêche, le parc Montreux et aussi les talus de l'autoroute A3. Donc finalement, on avait déjà comme base l'idée de remettre en place ce système écologique, donc de mettre en place un cordon vert qui fait minimum 5 mètres de large et avec différentes strates végétales, et qui pouvait s'épaissir en fonction des territoires qui traversaient, des usages qu'on voulait y implanter. Et ça, tous ces usages, on les a vraiment travaillés en concertation avec les habitants, mais en partant de ce principe de dire que d'un point de vue écologique, il y avait cet élément à mettre en place. À la fin, le projet, c'est 60% d'espace public pour finalement 40% d'espace bâti. Et le bâtir parfois, parce que c'est là où on a longuement discuté aussi avec les habitants sur des ateliers qui ont été très réguliers pendant les 2 ans et demi, sur toutes les phases, c'est où on peut construire. Alors, on a vraiment répondu à cette question de manière très circonstanciée, et le travail de concertation nous a vraiment permis de connaître le territoire. Et on a d'emblée aussi dit qu'on n'allait pas finalement construire un front urbain le long de ce tramway pour créer finalement une autre ville, mais plutôt partir des tissus, des quartiers existants. Et la phase de diagnostic, on a mis en place des balades, des randonnées par tronçon, parce que c'est 7 km, donc on a vraiment travaillé sur des morceaux de ville, de vie pour les habitants, qui nous ont permis de vraiment bien connaître les différents quartiers. Et ce qui fait qu'on a à chaque fois essayé de comprendre la logique du bâtir, pas pour répondre à une quantité, puisqu'en fait les villes répondaient déjà aux besoins du PLH, donc on n'avait pas un enjeu de nombre de logements, mais plutôt de dire on construit parce que sur Théophile Sueur, par exemple, on veut une centralité. Les habitants nous disaient on n'a pas assez de services. Finalement, le tissu est très large. Donc là, il faut ramener des habitants pour aussi avoir la masse critique, pour avoir des commerces de proximité. Et ça, les habitants étaient tout à fait pour se dire oui, effectivement, là, il faut bâtir. Et on a travaillé en fait finement sur chacun des tronçons pour répondre soit à des enjeux de programmation, soit à des enjeux de couture urbaine aussi pour finalement reconstruire, redonner aussi l'histoire de ces quartiers qui ont été écorchés par l'autoroute. Et donc, parce que ce projet, alors ce plan guide, il s'est aussi concrétisé, et ça c'est très important parce que l'outil réglementaire, c'est aussi un outil qui est très important. On a traduit ce plan guide dans une OAP, mais aussi dans des zonages en fait, c'est-à-dire que ce cordon vert et les espaces verts se sont traduits dans un zonage espace public. Et donc ça aussi, c'était une étape importante pour matérialiser ce projet. Et si la concertation aussi a été un véritable moteur, c'est dans la manière dont la méthodologie de projet avait été aussi écrite par Est Ensemble. C'est d'abord, à chaque étape, on commençait par la concertation habitante, qui nous donnait en fait une matière, des idées, enfin vraiment une connaissance aussi des quartiers. Ensuite, on passait en labo avec les élus et les services pour finalement, de cette matière, plus nous, de notre apport aussi d'experts, comment on fixe l'ambition.
Donc, comment on nous donne en fait l'ambition et qu'on la cadre. Et ensuite, on avait un atterrissage plus technique avec les services des différentes villes. Et à chaque fois, quand on revenait vers les habitants, on leur restituait ce qui avait été gardé des temps de leurs idées, ce qui n'avait pas été gardé et pourquoi. Donc, c'était aussi très, très transparent dans ce qu'on pouvait finalement conserver aussi de ces temps de concertation. Et les outils, ils ont varié en fonction. Alors déjà, on avait un contexte sanitaire pas évident, mais on a réussi tout le long en utilisant des outils numériques. Notamment, on a mis en place une cartographie collaborative qui nous a suivis tout le long du projet. D'abord pour récolter en phase de diagnostic, donc de manière assez simple, les habitants pouvaient nous donner leurs impressions, la manière dont ils vivaient, poster des images historiques. Voilà, donc ça a vraiment été aussi pour nous une matière très intéressante. On a fait ces balades qui ont été aussi très, très riches. Et ensuite, sur les différentes phases, on a vraiment utilisé les outils en fait, du projet urbain. C'est-à-dire qu'on est venu avec, très simplement avec des plans, avec des cartes, et on a dessiné, colocaux, nous, on a dessiné avec les habitants en expliquant aussi les contraintes. C'est-à-dire un logement, c'est quoi son épaisseur, la hauteur, pourquoi on peut monter, pour vraiment aussi que chaque bâtiment a vraiment été co-construit avec eux. Et on peut aussi dire que c'est un projet qui a énormément mobilisé. On a eu beaucoup de participation. Voilà, on a même pendant les balades où on devait avoir un nombre limité, on a dû refuser des participants. Même si c'était avec 3 communes, on a alterné. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers où on mettait toutes les communes entre elles et des moments où on était commune par commune quand c'était nécessaire. Et c'est un projet, alors je pense que c'est aussi lié à l'habitude de concertation du territoire dans lequel on s'inscrivait et aussi du travail de communication qui a été particulièrement bien fait par les collectivités. Merci beaucoup Lucie pour cette présentation et merci beaucoup aussi Gaylor Le Sheker. Peut-être vous avez évoqué le secteur Théophile Sueur. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, parce que c'était un tissu un peu plus lâche. C'est donc ici, à cet endroit-là, que vous avez décidé de prendre de la hauteur, de monter. Vous expliquiez tout à l'heure que vous refusiez la logique de front urbain. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus ? La logique de front urbain, ça aurait été l'hypothèse d'avoir des hauteurs un peu plafonnées tout le long, ce qui n'a pas été notre parti pris. Et sur Théophile Sueur, on était sur un tissu beaucoup plus lâche et aussi des immeubles collectifs qui font face. Donc là, on a fait un travail assez fin et c'est le secteur où on monte un peu plus avec une gradation en allant vers le tissu pavillonnaire. Et c'est vrai que les habitants nous ont tous dit sur ce secteur-là, en fait, on préfère monter plus haut à des endroits pour avoir une diversité de hauteurs, ce qui est aussi l'histoire du territoire de l'Est francilien. Donc finalement, des ruptures de hauteur, ce n'est pas un sujet, c'est plutôt la monotonie ou la ville assez générique qui n'était pas forcément entendable pour eux. Merci. Des questions ? Oui. Oui, il y a monsieur derrière, j'ai vu. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je ne sais pas si on m'entend. Je dois dire, j'achève une mission de 1 an et demi sur Noisy-le-Sec. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a le représentant de Montreuil, mais ça m'intéresserait. Je suis assez étonnée, en fait, d'entendre ce parti pris, parce que moi, du point de vue de Noisy-le-Sec, en ayant vraiment travaillé que sur Noisy, je n'avais pas du tout l'impression des retours des habitants et même des élus ou des services que c'était planté avant construire. Parce que Noisy a vraiment cette problématique de plutôt tous les terrains qui sont occupés, ça a l'air d'être plutôt pour de la construction. Alors, je ne sais pas qui était votre commanditaire exactement. Est-ce que c'était le département ou est-ce que c'était Est Ensemble ? Est-ce que ça a pu jouer ? Parce que je sais qu'ils ont pas mal de fonciers de département. Donc, est-ce que c'est ce jeu de qui possède le foncier aussi ? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus ? Parce que j'ai le sentiment que du coup, ça n'a pas si bien marché à Noisy. Alors en fait, si ça a bien marché à Noisy, pour une raison, c'est que les terrains dont on parle sont ce qu'on appelle vraiment les délaissés du tramway, donc c'est-à-dire la frange immédiatement sur les bords du tramway. Et sur la partie de Noisy, en réalité, il n'y a, à part un terrain, il n'y a aucun terrain concerné par la construction. C'est-à-dire que les 700 logements dont il est question, c'est 500 à peu près sur Montreuil et 200 sur Romainville. Sur le secteur de Noisy-le-Sec, les délaissés du tramway sont essentiellement
des terrains qui sont dévoués à la création d'espaces verts et qui sont très restreints en réalité, très petits. Par contre, il y a un autre... Donc, ça répond en partie à votre question. Après, il y a d'autres projets d'aménagement qui sont portés par la ville de Noisy en lien avec Est Ensemble, avec une approche qui a été impulsée notamment par la nouvelle municipalité de Noisy, c'est de travailler à une concentration, une reconcentration et une limitation du rythme de construction de logements. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur, l'Est parisien, qui est très attractif, très dynamique, avec des arrivées d'infrastructures de transport. On parle là du tramway, mais Noisy-Sec, Montreuil et Romainville sont aussi concernés par le prolongement de la ligne 11 du métro. Et donc, évidemment, la pression foncière qui l'accompagne, si on ne maîtrise pas, se retrouve dans une... Donc, et deuxième point, vous avez évoqué la question de savoir qui était commanditaire. Pour livrer on va dire le off de cette étude, c'est qu'il y a eu un débat un peu houleux avec le département, puisque le département lançait au début sa propre étude, qui était une étude, et ce n'est pas un gros mot de le dire, de valorisation foncière des terrains du département, avec une logique évidente de vendre ces terrains. Est Ensemble, vous l'avez compris, qui a la compétence aménagement, elle était dans une autre approche. Évidemment, on n'est pas complètement en rupture avec la réalité du contexte et du contexte économique, mais on a d'abord été sur le parti pris urbain, et y compris du coup de dire on ne va pas se concentrer uniquement sur les 7 hectares qui correspondent au terrain du département, mais on va travailler plus en profondeur pour éviter ce que disait Lucie, c'est-à-dire le front bâti, et on a y compris, puisqu'au début le département a quand même voulu lancer son étude avec un opérateur d'ailleurs privé, on a créé les conditions de faire converger les deux études et de montrer et aux techniciens et aux habitants, c'est-à-dire qu'on a fait des réunions publiques avec les deux approches, en disant voilà, on peut avoir une approche de valorisation, qui est une donnée et qui n'est pas un gros mot, on l'a aussi assumé devant les habitants, et il y a une approche, on va travailler plus en profondeur, donc ça va prendre plus de temps, parce qu'il va falloir faire de la maîtrise foncière, mais ça va nous permettre de travailler à l'îlot, plutôt que de travailler sur des petites bandes qui vont finalement refaire une rupture territoriale. Monsieur, oui, vous aviez levé la main tout à l'heure. Là-haut, oui. Oui, je voulais savoir comment, parce que vous avez eu pas mal de contributions, mais on sait que souvent les contributeurs sont souvent soit des personnes d'un certain âge, soit des personnes dans les associations, hein. Et notre enjeu, c'est de trouver à faire participer tout type de population. Je pense notamment aux familles avec enfants qui, hélas, ont peu de temps pour participer pour des problèmes d'organisation ou des jeunes. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen? Parce que nous, par exemple, ce qu'on expérimente maintenant... Alors oui, pardon, j'ai pas précisé, moi je travaillais à Marne. C'est, par exemple, on prend les listes électorales, on tire au sort, et comme ça nous donne un panel citoyen qui finalement est assez représentatif de la population. Et du coup, ces panels-là sont très intéressants parce que c'est tout type de génération, tout type de catégorie socio-professionnelle, arrive à un vrai dialogue. Comment vous avez réussi, vous, à toucher tout type de population? Alors, sur certaines missions, on fait ce que vous dites. Et là, sur le territoire d'Est Ensemble, sur le T1, il s'est avéré qu'on n'a pas eu besoin de faire ça, en fait. Les participants avaient déjà des profils assez variés. On a eu des familles, des jeunes. Alors, on est aussi partie des conseils de quartier qui ont aussi, je pense, communiqué sur ce projet-là. Donc, on avait vraiment une participation et des personnes qu'on suivi pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'on revoyait quand même de manière assez régulière les mêmes habitants, et même si ça a été long, parce que c'était quand même une crainte qu'on avait d'étirer, parce que souvent, quand même, c'est plus facile quand c'est plus récurrent. Mais là, il y a eu un suivi en fait de cette mission, aussi un intérêt, je pense, pour le cadre de vie, pour la démarche. Et je pense que aussi, on a pris le temps parfois de décaler des événements parce qu'on n'était pas prêt pour apporter une matière validée. On a été aussi assez sincère sur les arbitrages. Et ça, je pense que ça a permis aussi d'être assez transparent sur cette mission et de susciter aussi une sorte de communauté autour de ce projet qui s'est assez vérifié sur la durée. Monsieur Devant, vous aviez une question tout à l'heure? Oui, merci. Moi, je travaille pour la ville de Bobigny. Et on a aussi des sujets dans votre ville Est Ensemble, qui a des sujets avec le T1. Et vous n'avez pas parlé de la RATP depuis tout à l'heure, qui pourtant concernée par le projet de tram. Je voulais savoir quelle a été l'implication de la RATP et puis aussi le choix que vous avez fait. Comment est-ce qu'il a été
voilà, est-ce que ça a une incidence en fait sur le projet de la RATP et sa manière de travailler avec vous? Alors, oui, ils étaient là d'entrée de jeu, puisqu'en fait, ils constituaient ce qu'on appelle les invariants du projet. Dans les invariants du projet, il y a eu la commande politique, donc notamment planter d'abord, l'objectif de concertation, et dans l'invariant du projet, il y a le tracé du tramway. Donc on était dans une phase déjà ficelée, puisqu'on était à ce qu'on appelle au moment du pro, donc on connaît le dessin du tramway, on sait comment vont se reconnecter les voiries, et donc du coup, on connaît par ce biais-là la configuration des parcelles dont on est en train de parler. Donc ça nous a permis, au travers notamment de la carte interactive qui a été mise en place par le groupement, de dire aux habitants, voilà les invariants qui nous sont aussi donnés par la RATP. Alors ce qui a à certains moments d'ailleurs été compliqué parce qu'il y a des problématiques, Madame parlait de Noisy, qui venaient un peu brouiller les choses. Il y a des habitants de Noisy, par exemple, qui venaient dans les réunions publiques pour râler, à juste titre, soit dit entre nous, sur le fait que la construction du tramway avait pour conséquence qu'il n'y avait plus aucun arbre dans le centre-ville de Noisy et il n'y avait pas de replantation. Et donc il fallait expliquer à chaque fois qu'on était dans des espaces un peu différents. Et ensuite de quoi d'intégrer, alors on va avoir encore des sujets à discuter, il y a la question de la localisation des stations, puisque dans la concertation, certains habitants, notamment sur Théophile Sueur, disaient mais en décalant un peu la station par là, ça nous permettrait de libérer de l'espace et donc de faire un parvis pour l'équipement. Bon, on a tenté le coup avec la RATP, mais à partir du moment où on était déjà dans le pro et que les travaux ont enfin commencé depuis le temps qu'on les attendait, évidemment, ça faisait partie de ce qu'on a assumé comme invariant. En même temps, et j'insiste vraiment sur ce qu'a dit Lucille tout à l'heure, on a systématiquement joué la transparence avec les habitants, d'abord sur l'accès aux documents, l'accès aux informations, l'accès aux données financières du projet. Et on assume aujourd'hui auprès d'eux et dans le débat public, puisqu'on a dit qu'on ne voulait pas vendre du rêve, mais on a aussi dit la contradiction dans laquelle on est. Je redis, c'est qu'aujourd'hui, on a un projet qui, en l'état, est déficitaire hors foncier public d'environ 26 millions d'euros. Si vous rajoutez les fonciers publics, vous êtes probablement pas loin de 40 millions d'euros. C'est vrai que quand vous commencez un projet d'aménagement avec un déficit à 40 millions, il y a un petit sujet. Mais on a décidé à la fois de le poser dans le débat avec les habitants pour, sur ce sujet-là, en faire un sujet d'intérêt public et politique. C'est-à-dire, si je veux rompre avec les logiques d'aménagement qui sont celles qui existent habituellement, c'est-à-dire je vends mon foncier et je me fais financer mon opération d'aménagement par l'aménageur avec des bilans d'opération, quand je pose la problématique de l'existence de pleine terre, d'aller à la renaturation de territoire, il faut sortir de la logique qui est la logique actuelle de la petite subvention du fonds friche ou du fonds vert. Quand on travaille sur les questions, par exemple, de lutte contre l'habitat indigne dans le secteur du Bas-Montreuil avec la Soreca, il y a une agence qui s'appelle l'ANA, qui gère un fonds pérenne et qui permet de participer aux opérations. C'est-à-dire il y a le portage par les collectivités en termes de bilan, donc on assume une partie du déficit, mais il y a un soutien pérenne de la part de l'État. Eh bien, moi, je pense, et c'est en tous les cas ce qu'on porte dans le débat, que quand on a un objectif de renaturation de territoire carencé en matière d'espace vert, il faut aller à un financement public pérenne qui permette de trouver des équilibres, une soutenabilité derrière de portage de ces déficits. Et pour nous, c'est à la fois du coup le rôle du politique, c'est-à-dire les élus, mais de le partager aussi avec les habitants pour qu'il y ait une forme de prise de conscience et que finalement on soit un peu tous à tirer dans le même sens. On a un côté un peu utopiste, mais en même temps on croit beaucoup à ce nécessaire débat politique et partagé avec tous. Merci. Une dernière question. Moi, juste, j'avais une petite interrogation. Vous avez expliqué que l'idée aussi de la commande, c'était voilà, de construire ou d'élaborer un projet pour les habitants existants. Pour les habitants qui habitent dans du tissu pavillonnaire plus spécifiquement, comment vous avez travaillé cette question de la densité? Comment vous avez réussi à la faire accepter par rapport à leur trajectoire résidentielle, par exemple? C'est tout le travail aussi sur la programmation, parce que ces tissus pavillonnaires, aujourd'hui, dans au Montreuil, ils ont très peu de commerce, très peu de services. Donc l'idée aussi le bâtir parfois, on l'a mis aussi pour renforcer des centralités déjà souvent existantes. On a été contre l'idée d'avoir du commerce tout le long du tramway parce que ça a fragilisé énormément les polarités déjà existantes. Et donc pour eux, c'est aussi avoir des services en plus qu'ils n'ont pas aujourd'hui.
et aussi un parcours résidentiel, parce que parfois c'est aussi des personnes qui sont vieillissantes, donc aller dans du collectif demain, c'est aussi un service pour eux. L'ascenseur. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'applaudir nos intervenants et intervenantes. J'attire votre attention sur l'existence d'un webinaire que Cadre de Ville a organisé avec l'ADEME sur la ville 3D, la ville dense, durable et désirable, qui est encore disponible si ça vous intéresse en replay sur le site de Cadre de Ville et qui permet aussi de prolonger un peu la réflexion sur cette question. Et sinon, le programme des entretiens se poursuit. Vous avez le programme affiché. Donc, un focus sur le droit à la ville ici dans cette même salle. Et sinon, comment construire avec le déjà là, en salle des lustres, et dans l'auditorium Haussmann, la combinaison des mobilités décarbonées au cœur des enjeux de l'aménagement. Merci beaucoup.